Le vent soufflait avec une force inhabituelle ce matin-là dans le désert de Zaraan, transportant avec lui des grains de sable qui dansaient comme des fantômes dorés sous le soleil implacable. Khalid ibn Rachad demeurait debout sur le balcon de marbre de son palais, observant l'horizon infini qui s'étendait au-delà des dunes. Ses yeux sombres, hérités de générations de souverains, portaient un poids que peu parvenaient à déchiffrer. À 35 ans, le cheikh était reconnu dans tout le royaume comme un leader visionnaire, un homme de parole ferme et de cœur noble. Les diplomates internationaux le respectaient, son peuple l'admirait, et les traditions ancestrales le légitimaient comme le futur souverain absolu de Zaraan. Mais derrière la façade de pouvoir et d'autorité, Khalid gardait un secret qui rongeait son âme comme de l'acide. Depuis ses 20 ans, il savait qu'il ne pourrait jamais engendrer d'héritier. Le diagnostic médical avait été dévastateur et irrévocable. Des mots techniques qu'il avait mémorisés comme une malédiction, stérilité complète, irréversible. Le jeune prince était sorti de cette consultation à Londres comme un homme brisé, portant sur ses épaules le poids d'être le dernier d'une lignée qui remontait à des siècles de rois poètes et de guerriers sacrés. Pendant 15 ans, il avait réussi à cacher cette vérité derrière des excuses élaborées sur le fait de ne pas avoir trouvé la bonne femme, ou être concentré sur les affaires du royaume. Mais maintenant, avec l'âge avançant et la pression du conseil tribal augmentant à chaque pleine lune, les murs de son mensonge commençaient à s'effondrer. Mon fils, la voix grave de son père, le roi Rachad, résonna dans les couloirs de marbre, faisant se retourner Khalid. Le monarque s'approchait à pas ferme, vêtu des tenues traditionnelles brodées d'or qui symbolisaient sa position. Nous devons parler. Khalid inclina la tête en signe de respect, mais son cœur s'emballa. Chaque fois que son père utilisait ce ton, cela signifiait que des décisions importantes étaient prises, des décisions qui généralement impliquaient son avenir. Oui, père. Le conseil s'est réuni hier soir, commença Rachad, s'arrêtant à côté de son fils et regardant le même horizon infini. La situation politique avec les clans du Nord se détériore. Nous avons besoin d'alliances plus solides, et la seule façon de les obtenir est par un mariage stratégique. Les mots frappèrent Khalid comme une lame affûtée. Il avait craint ce moment pendant des années, sachant qu'il finirait par arriver, mais espérant toujours avoir plus de temps pour trouver une solution, n'importe quelle solution à son dilemme. Samira bin Faisal, continua son père, prononçant le nom avec la solennité de celui qui annonce un décret royal. Fille du cheikh Faisal ibn Omar, leader du clan le plus influent du Nord. Elle est jeune, éduquée, de bonne lignée, et apportera la stabilité politique dont nous avons besoin. Khalid serra les poings, sentant ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Comment pourrait-il expliquer à son père que ce mariage serait une farce? Que même en s'unissant à la femme la plus fertile du royaume, il ne produirait jamais l'héritier que tous attendaient? Père, commença-t-il, mais fut interrompu. J'ai déjà fixé une rencontre formelle pour la semaine prochaine. Il est temps que tu assumes tes responsabilités, Khalid. Le royaume a besoin de continuité, et notre lignée ne peut pas s'éteindre. S'éteindre. Le mot résonna dans l'esprit de Khalid comme un glas. Si seulement son père savait que la lignée était déjà condamnée, que peu importait le nombre de femmes qu'il épouserait. Je comprends, fut tout ce qu'il parvint à dire, sa voix sonnant plus contrôlée qu'il ne se sentait intérieurement. Le roi posa une main lourde sur l'épaule de son fils, un geste qui se voulait réconfortant, mais que Khalid sentit comme le poids de chaînes invisibles. Tu as toujours été un bon fils, Khalid. Je sais que tu feras le bon choix. Après le départ de son père, Khalid resta seul sur le balcon, observant comment les ombres des nuages se déplaçaient lentement sur les dunes lointaines. La brise chaude du désert lui apporta un souvenir qu'il tentait depuis des années d'oublier, la voix douce de sa grand-mère Zahira, lui racontant des histoires quand il n'était qu'un enfant. Mon petit-fils, disait-elle souvent, avec ses yeux sages qui semblaient voir au-delà du voile du temps, il existe une ancienne prophétie concernant notre famille. Elle dit que lorsque tout semblera perdu, lorsque la lignée sera menacée, une étrangère de l'étoile rouge apportera le salut. À l'époque, Khalid avait écouté ces mots comme n'importe quel enfant écoute des contes de fées avec fascination et incrédulité à parts égales. Sa grand-mère parlait d'une femme venue d'outre-mer, aux cheveux couleur feu de coucher de soleil et aux yeux couleur océan, qui apporterait un héritier non par le sang commun, mais par intervention divine. Maintenant, à 35 ans, ces histoires ne semblaient que le délire d'un esprit âgé. Khalid avait appris à faire confiance à la science, à la médecine, à la réalité froide et implacable des faits. Et les faits disaient qu'il était stérile, que sa lignée s'éteindrait avec lui, et que tout espoir en d'anciennes prophéties était pure fantaisie. Mais cet après-midi-là, alors qu'il observait une tempête de sable se former à l'horizon lointain, quelque chose en lui bougea.
Une étrange inquiétude, comme si le désert lui-même chuchotait des secrets à ses oreilles. Khalid décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois, chevaucher jusqu'à son oasis privée, un refuge caché dans les profondeurs du désert où il cherchait habituellement la paix loin des pressions du palais. Peut-être là, dans le silence absolu des dunes, parviendrait-il à trouver la force d'affronter ce qui l'attendait. Il descendit aux écuries et choisit Sahara, sa jument arabe préférée, un animal magnifique à la robe noire qui brillait comme de l'obsidienne sous le soleil. Pendant qu'il préparait la selle, l'un des gardes s'approcha avec une expression préoccupée. « Monseigneur, on rapporte l'approche d'une tempête. Il serait peut-être prudent de reporter la chevauchée. » Khalid regarda le ciel, où des nuages sombres commençaient à s'accumuler à l'horizon et quelque chose en lui, cependant, insistait pour qu'il parte. Comme si une force invisible l'appelait vers le désert. « Je serai de retour avant la tombée de la nuit, » répondit-il, montant Sahara avec la grâce naturelle de quelqu'un qui était né sur le dos des chevaux arabes. La chevauchée à travers les dunes avait toujours eu un effet thérapeutique sur Khalid. Le rythme constant des sabots sur le sable, le vent frappant son visage, la sensation de liberté absolue, tout cela l'aidait à oublier, même temporairement, le poids de ses responsabilités et de ses secrets. À mesure qu'il s'éloignait du palais, le paysage autour de lui devenait plus sauvage et primitif. Les dunes s'élevaient comme des cathédrales dorées, sculptées par le vent au fil des millénaires. C'était un endroit où le temps semblait se mouvoir différemment, où le passé et le présent se mêlaient comme des grains de sable dans l'air. L'oasis privée de Khalid se trouvait à 2 heures de cheval du palais, caché entre 2 formations rocheuses qui créaient une protection naturelle contre les tempêtes. C'était un endroit que peu de gens connaissaient, où une source cristalline jaillissait de la terre et où des palmiers centenaires offraient une ombre généreuse. Mais lorsque Khalid s'approcha du lieu familier, quelque chose était différent. De la fumée s'élevait entre les palmiers, indiquant la présence d'autres personnes. Son premier instinct fut l'irritation, c'était son refuge privé, un lieu sacré où personne ne devrait être. Il descendit de cheval avec des mouvements prudents et s'approcha silencieusement. Des voix parlaient en arabe, mais avec un accent qu'il reconnut immédiatement, c'étaient des bédouins d'une tribu alliée, connus pour leur loyauté envers sa famille depuis des générations. Cheikh Khalid, l'un des hommes le vit approcher et se leva immédiatement, s'inclinant respectueusement. « Pardonnez notre présence sur vos terres, mais nous avons trouvé quelqu'un qui avait besoin d'aide. » « Quelqu'un » Khalid fronça les sourcils, s'approchant du petit campement improvisé. « Une femme étrangère, » expliqua le bédouin, un vieil homme nommé Abdul, que Khalid connaissait depuis l'enfance. La tempête l'a prise au dépourvu alors qu'elle voyageait avec une mission médicale. Ses compagnons se sont séparés dans la confusion. Nous l'avons amenée ici car c'était l'abri le plus proche. Khalid sentit son cœur s'accélérer sans comprendre pourquoi. Où est-elle ? Abdul désigna une tente improvisée montée près des palmiers. Elle se repose. La tempête l'a beaucoup secouée, mais elle n'est pas blessée. Quelque chose d'inexplicable tira Khalid vers la tente. Chaque pas semblait chargé de sens, comme s'il marchait vers son destin. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la tente, il s'arrêta un instant, ressentant une étrange anxiété qu'il ne pouvait expliquer. « Excusez-moi, » dit-il doucement, annonçant sa présence. Une voix répondit de l'intérieur de la tente, parlant en anglais avec un accent britannique. « Entrez, s'il vous plaît. » Khalid écarta la toile qui servait de porte et entra dans la tente. Ce qu'il vit le figea complètement, comme si le temps s'était figé autour de lui. Assise sur un tapis brodé, les cheveux roux encore ébouriffés par la tempête et les yeux verts comme des émeraudes, se tenait la femme la plus belle qu'il eût jamais vue. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui l'impactait, c'était quelque chose de plus profond, de plus troublant. C'était comme s'il la connaissait depuis des siècles, comme si ce moment avait été prédestiné depuis le début des temps. « Je suis Khalid ibn Rachad », parvint-il à dire, sa voix sonnant étrangement rauque. « Ce sont mes terres. » La femme l'étudia avec des yeux intelligents et pénétrants, et Khalid eut l'impression qu'elle aussi avait ressenti quelque chose d'inexplicable lors de cette première rencontre. « Docteur Leila Bennett », répondit-elle, se levant avec une grâce naturelle qui fit de nouveau s'emballer le cœur de Khalid. « Je m'excuse d'avoir envahi vos terres. J'étais avec une mission médicale internationale lorsque la tempête nous a séparés. Vos hommes ont été très gentils de me conduire en lieu sûr. » Khalid observa chacun de ses mouvements, chaque expression qui passait sur son visage. Il y avait quelque chose chez Leila qui défiait toutes ses attentes concernant les femmes occidentales. Ce n'était pas seulement sa beauté physique bien que ses cheveux roux qui captaient la lumière dorée du crépuscule et ses yeux verts comme la mer Méditerranée fussent véritablement hypnotisants. C'était sa présence,
la façon dont elle maintenait une posture droite même après une expérience traumatisante, l'intelligence qui brillait dans son regard. Vous n'avez pas à vous excuser, dit Khalid, se sentant étrangement nerveux, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le désert peut être impitoyable avec ceux qui ne connaissent pas ses humeurs. Vous avez eu de la chance qu'Abdul et ses hommes vous trouvent. Leila hocha la tête, passant une main dans ses cheveux désordonnés. J'ai sous-estimé la férocité du climat ici. En fait, j'ai sous-estimé beaucoup de choses à propos de cet endroit. Elle l'étudia avec curiosité. Vous parlez parfaitement anglais. J'ai étudié à Oxford, expliqua Khalid, se surprenant de sa propre volonté de partager des informations personnelles avec une parfaite inconnue. Normalement, il était extrêmement réservé. Et vous? Qu'est-ce qui vous a amené dans notre royaume? Je travaille avec une organisation internationale de santé. Nous mettons en œuvre un programme de vaccination dans des villages reculés. Leila se rassit, lui faisant signe de faire de même. C'est ironique. Je passe ma vie à essayer de sauver d'autres personnes, mais aujourd'hui, c'est moi qui ai eu besoin d'être sauvé. Khalid s'installa sur le tapis, gardant une distance respectueuse, mais ressentant une attraction magnétique qui le troublait profondément. Nous avons tous besoin d'être sauvés à un moment donné de nos vies. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots qui fit Leila l'observer plus attentivement. Sous la formalité polie et l'autorité naturelle, elle perçut une profonde tristesse, comme s'il portait un fardeau invisible sur ses épaules. Vous parlez comme quelqu'un qui comprend cela par expérience personnelle, commenta-t-elle doucement. Khalid resta silencieux un instant, surpris par sa perspicacité. La plupart des gens ne voyaient que ce qu'il voulait montrer le leader confiant, le prince héritier sans faiblesse. Mais d'une certaine manière, cette femme avait vu à travers son masque en quelques minutes. Le désert enseigne de nombreuses leçons sur le salut et la perdition, répondit-il finalement, optant pour une réponse philosophique qui ne révélait pas grand-chose sur lui-même. Abdul apparut à l'entrée de la tente, interrompant le moment. Monseigneur, la tempête s'intensifie. Il serait prudent de rester ici jusqu'à ce qu'elle passe. Khalid regarda dehors et vit que le ciel s'était considérablement assombri. Des rafales de vent faisaient ployer les palmiers, et le sable était soulevé en violents tourbillons. Il était impossible de voyager dans de telles conditions. Vous avez raison, Abdul. Nous camperons ici cette nuit. Leila ressentit un mélange d'anxiété et d'anticipation. La perspective de passer la nuit dans le désert avec cet homme mystérieux et intensément attirant la rendait nerveuse d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Depuis son divorce traumatique 2 ans auparavant, elle avait construit des murs émotionnels soigneusement élaborés pour se protéger des connexions romantiques. Je ne veux pas causer de problème, dit-elle. S'il y a un autre endroit où je pourrais. Il n'y a pas d'endroit plus sûr dans tout le désert, la rassura Khalid. Vous êtes mon invité ici, Dr Bennett. Votre sécurité est ma responsabilité. La façon formelle dont il prononça son titre fit quelque chose d'étrange dans l'estomac de Leila. Il y avait une intensité dans ses yeux sombres qui la faisait se sentir comme si elle était vraiment vue pour la première fois depuis longtemps. À mesure que la nuit tombait, le petit groupe s'organisa autour d'un feu de camp qu'Abdul avait allumé dans une zone protégée entre les rochers. Les Bédouins étaient discrets, se tenant à une distance respectable qui permettait à Khalid et Leila de converser en privé. Parlez-moi de votre famille, demanda Khalid alors qu'ils partageaient un dîner simple de pain arabe, de dattes et de thé à la menthe. Qu'est-ce que vos parents pensent de vous voyageant seuls dans des endroits si reculés? Leila sourit avec amertume. Ma mère a toujours désapprouvé mes choix de carrière. Elle voulait que je me marie jeune et que j'aie des enfants, en suivant le chemin traditionnel. Mon père, eh bien, il m'a toujours soutenu, mais il est parti il y a 5 ans. Je suis désolé, dit Khalid sincèrement. Et vous, demanda-t-elle, changeant le sujet. J'imagine qu'être l'héritier d'un royaume apporte ses propres pressions familiales. Khalid s'étouffa presque avec son thé. Si elle savait combien de pressions il subissait, surtout maintenant avec le mariage arrangé imminent. Oui, il y a des attentes. Vous parlez comme si c'était une sentence, pas un privilège. Son observation était si juste que Khalid eut l'impression qu'elle avait regardé directement dans son âme. Parfois, le privilège et la prison sont la même chose. Leila étudia son visage à la lumière dansante du feu de camp. Il y avait des couches dans cet homme qu'elle commençait tout juste à effleurer. Êtes-vous fiancé? Marié? Ni l'un ni l'autre, répondit Khalid, ressentant une pointe d'amère ironie. Bien que ma famille soit impatiente que cela change bientôt. Mariage arrangé.
Khalid hocha la tête, impressionné de nouveau par la rapidité avec laquelle elle comprenait les nuances de sa situation. C'est une tradition dans notre culture. L'amour, quand il arrive, est considéré comme un bonus, pas une nécessité. Et vous y croyez? La question le prit au dépourvu. Personne n'avait jamais remis en question directement ses croyances sur l'amour et le mariage. Je croyais que je n'avais pas le choix en la matière. Croyez. Khalid la regarda dans les yeux verts et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une porte s'ouvrant après des années de verrouillage. Peut-être que certaines personnes entrent dans nos vies pour nous montrer que nous avons toujours des choix, même lorsque nous pensons ne pas en avoir. L'air entre eux se chargea d'électricité. Léla sentit son pouce accélérer et se força à rompre le contact visuel, regardant les flammes du feu de camp. C'est très philosophique pour quelqu'un que j'ai rencontré il y a seulement quelques heures. Le désert a cet effet, murmura Khalid. Il enlève tous les masques et les prétentions, ne laissant que la vérité nue. Et quelle est votre vérité, Khalid ibn Rachad? La question resta suspendue dans l'air entre eux, chargée de sens. Khalid ressentit une envie irrésistible de tout lui raconter sur sa stérilité, ses peurs, le poids écrasant des attentes qu'il ne pouvait satisfaire. Mais il se retint. Comment pourrait-il expliquer à une étrangère des secrets qu'il n'avait même pas partagés avec sa propre famille? Ma vérité est trop complexe pour une seule nuit, dit-il finalement. Eh bien, répondit Léla, un doux sourire courbant ses lèvres. Heureusement, il semble que nous ayons toute la nuit. À mesure que les heures passaient, ils continuèrent à converser, leurs voix se mêlant au son du vent qui hurlait autour de l'oasis. Léla raconta sa passion pour la médecine, les endroits du monde qu'elle avait visités, sa détermination à faire une différence dans la vie des gens. Khalid partagea des histoires sur son peuple, sur les traditions ancestrales de son royaume, sur sa vision de moderniser Zaraon sans perdre son identité culturelle. C'était une conversation qui coulait naturellement, comme s'ils étaient de vieux amis se retrouvant après une longue séparation. Mais sous la surface, tous deux ressentaient une tension croissante, une attraction qui allait bien au-delà de l'intellectuel. Vers minuit, Abdul s'approcha respectueusement. « Monseigneur, j'ai préparé une tente séparée pour la docteure. La tempête devrait passer dans les premières heures du matin. » Khalid hocha la tête, ressentant une pointe de déception qui le surprit. Il ne voulait pas que cette nuit se termine, il ne voulait pas que cette connexion inexplicable qu'il avait formée avec Léla soit interrompue par le sommeil. « Merci, dit Léla à Abdul, se levant et tendant la main à Khalid. « Et merci pour cette nuit inoubliable. » Lorsqu'il prit sa main pour l'aider à se lever, une étincelle électrique passa entre eux. Un instant, ils restèrent immobiles, les mains entrelacées, se regardant dans les yeux. Le monde autour sembla disparaître. « Léla » murmura Khalid son nom comme une prière. « Oui. Je. » commença-t-il, mais s'arrêta. Que pouvait-il dire? Qu'en une seule nuit, elle l'avait bouleversé d'une manière qu'aucune autre femme n'avait pu? Qu'il avait l'impression de l'avoir attendu toute sa vie sans même savoir qu'il attendait? « Bonne nuit, Khalid, dit-elle doucement, lâchant sa main avec réticence. Après qu'elle fut entrée dans sa tente, Khalid resta près du feu mourant, regardant les étoiles qui brillaient comme des diamants dans le ciel clair du désert. Une en particulier attira son attention, une étoile rouge qui pulsait d'une lumière plus intense que les autres. Soudain, les mots de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit avec une clarté effrayante, « L'étrangère de l'étoile rouge apportera le salut quand tout semblera perdu. » Khalid secoua la tête, essayant de chasser les pensées superstitieuses. C'était une coïncidence, rien de plus. Mais alors qu'il se préparait à dormir, il ne pouvait pas chasser Léla de ses pensées, ni la sensation troublante que cette nuit avait changé quelque chose de fondamental dans sa vie. Léla se réveilla au premier rayon doré de l'aube filtrant à travers la toile de sa tente. Un instant, elle se sentit désorientée, oubliant où elle était jusqu'à ce que le souvenir de la nuit précédente revienne comme une vague, la tempête, le sauvetage, et surtout ses yeux sombres intenses qui semblaient voir directement dans son âme. Elle se leva lentement, organisant ses pensées pendant qu'elle pliait la couverture qu'Abdul avait fournie. Toute la nuit, elle avait rêvé de Khalid, des fragments confus de conversation, le son grave de sa voix, la façon dont il la regardait comme si elle était un puzzle qu'il était désespéré de déchiffrer. À l'extérieur de la tente, elle pouvait entendre des mouvements doux et le murmure de voix parlant en arabe. La tempête était passée, laissant l'air propre et cristallin, parfumé par la fragrance des palmiers et de la source d'eau fraîche. Lorsqu'elle sortit de la tente, elle vit Khalid déjà réveillé, conversant avec Abdul près des chevaux.
Il avait troqué ses vêtements de la nuit précédente contre des tenues traditionnelles du désert, une tunique blanche qui rehaussait sa peau bronzée et un kéfier qui encadrait son visage aristocratique. La vision de lui la fit s'arrêter un instant, admirant son élégance naturelle. « Bonjour, docteur Bennett, dit-il, remarquant sa présence et s'approchant avec un sourire qui fit s'accélérer son cœur. « J'espère que vous avez bien dormi. »« Bonjour, » répondit-elle, se sentant étrangement timide. « J'ai mieux dormi que ce à quoi je m'attendais, compte tenu des circonstances. » « Les circonstances, » répéta Khalid, et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots qui suggérait de multiples significations. Abdul a vérifié les chemins. La route principale est dégagée. Je peux vous escorter jusqu'au campement de votre mission médicale. Léla sentit une pointe de déception qui la surprit. Logiquement, elle savait qu'elle devait retourner au travail, qu'elle avait des responsabilités et des engagements. Mais une partie d'elle voulait rester dans cette oasis magique, explorant la connexion inexplicable qu'elle avait formée avec cet homme énigmatique. Bien sûr, dit-elle, forçant un sourire. Mes collègues doivent être inquiets. Mais alors qu'ils se préparaient à partir, aucun des deux ne pouvait ignorer la tension qui planait dans l'air. Chaque regard échangé, chaque mouvement occasionnel, semblait chargé de significations tacites. La chevauchée de retour au campement médical fut silencieuse au début. Léla montait l'une des juments d'Abdul, se tenant aux côtés de Khalid tandis qu'ils traversaient les dunes qui brillaient comme de l'or fondu sous le soleil matinal. Le désert était calme maintenant, comme si la tempête de la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. « Parlez-moi de votre famille, » dit Khalid finalement, brisant le silence. « Vous avez mentionné que vous aviez perdu votre père. » Léla prit une profonde inspiration, ressentant la pointe de douleur familière qui accompagnait toujours les souvenirs de son père. Il était diplomate. Il a passé plusieurs années ici dans la région quand j'étais enfant. En fait, c'est lui qui m'a parlé pour la première fois de la beauté et de la complexité du monde arabe. Cela explique votre facilité à accepter notre culture, observa Khalid. Beaucoup d'Occidentaux arrivent ici avec des préjugés déjà formés. Mon père m'a appris que la compréhension vient de l'expérience, pas des suppositions. Elle le regarda. Et vous? Comment est-ce d'être élevé en sachant qu'un jour vous gouvernerez un royaume entier? Khalid resta silencieux un long moment, et Léla perçut qu'elle avait touché quelque chose de sensible. C'est compliqué, dit-il finalement. Il y a des attentes qui vont au-delà de ce que quiconque devrait porter. Quel genre d'attente? La continuité. La tradition. Assurer que la lignée de ma famille perdure pendant encore des générations. Sa voix devint amère. Parfois, on se sent plus comme un symbole que comme une personne. Léla capta l'angoisse derrière ces mots. Et que voulez-vous? Pas en tant que prince, mais en tant qu'homme. La question le frappa comme une flèche précise. Khalid la regarda, voyant une compassion sincère dans ses yeux verts, et ressentit une envie irrésistible de s'ouvrir, de partager le fardeau qu'il portait depuis tant d'années seul. Je veux? Commença-t-il, mais s'arrêta. Comment pourrait-il expliquer qu'il voulait l'impossible? Qu'il rêvait d'une famille qu'il ne pourrait jamais avoir? Je veux être libre de faire mes propres choix. Et pourquoi ne le pouvez-vous pas? Parce que certains choix ne nous appartiennent pas, répondit-il, pensant à son diagnostic médical, au mariage arrangé qui l'attendait, au réseau d'obligations qui le liait comme une toile d'araignée. Ils arrivèrent au campement médical vers midi. C'était un ensemble de tentes blanches organisées efficacement autour de véhicules médicaux, où une équipe internationale travaillait pour fournir des soins de santé aux communautés reculées. Léla. Une femme blonde s'approcha en courant, clairement soulagée. Dieu merci, vous allez bien. Quand la tempête nous a séparés, nous étions désespérés. Je vais bien, Sarah, Léla rassura sa collègue. Voici le cheikh Khalid ibn Rachad. Il m'a offert un abri pendant la tempête. Sarah fit une révérence respectueuse, clairement impressionnée. Merci d'avoir pris soin de notre ami, votre Altesse. Khalid inclina la tête poliment, mais ses yeux restèrent fixés sur Léla. Ce fut un plaisir. La docteure Bennett est une invitée très intéressante. Pendant que Léla retrouvait son équipe, expliquant ce qui s'était passé pendant la tempête, Khalid se tint un peu à l'écart, l'observant interagir avec ses collègues. Il voyait la passion dans ses yeux quand elle parlait de son travail, le dévouement sincère à aider les autres. C'était une femme extraordinaire à tous égards. Monseigneur, Abdul s'approcha discrètement. Nous devons rentrer. Le roi attendra de vos nouvelles. Khalid hocha la tête,
sachant qu'Abdul avait raison. Il avait des responsabilités qui ne pouvaient être reportées indéfiniment. Mais la perspective de quitter Leila le remplissait d'une tristesse inexplicable. Il s'approcha d'elle, qui vérifiait des fournitures médicales avec Sarah. « Docteur Bennett, je dois partir maintenant. » Leila le regarda, et un instant, le monde autour disparut de nouveau. « Bien sûr. Merci pour tout. Je ne sais pas comment je pourrais vous rendre votre gentillesse. » « Il n'y a pas besoin de rétribution, dit Khalid doucement. Ce fut éclairant de vous connaître. » Ils se regardèrent un long moment, tous deux sentant qu'il y avait beaucoup plus à dire, mais ne sachant comment exprimer des sentiments qui semblaient trop grands pour les mots. « Peut-être que nos chemins se croiseront de nouveau, dit Leila finalement. « Peut-être, acquiesça Khalid, bien qu'il sût que les circonstances de leur vie rendaient cela hautement improbable. Il se retourna pour partir, mais se tourna une dernière fois. « Leila. Oui. Prenez soin de vous. Le désert est imprévisible. » Après son départ, Leila se sentit étrangement vide. Sarah remarqua son expression pensive. « Ça va ? Vous semblez différente. » « Je vais bien, mentit Leila, se forçant à se concentrer sur le travail. Juste fatiguée de l'aventure d'hier. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, elle se surprit à penser constamment à Khalid. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait profondément, une vulnérabilité cachée derrière l'autorité, une solitude qu'elle reconnaissait car elle reflétait la sienne. Pendant ce temps, Khalid retournait au palais le cœur lourd. À mesure qu'il s'approchait des murs familiers, il avait l'impression de revenir d'un rêve à une réalité dure et implacable. Son père l'attendait dans la salle principale, accompagné de plusieurs membres du conseil tribal. L'expression sur leur visage était sérieuse, et Khalid sut immédiatement que quelque chose d'important s'était produit pendant son absence. « Khalid, dit le roi, se levant de son trône. Nous devons parler. Maintenant. » Le prince suivit son père dans un salon privé, où seuls deux pouvaient parler librement. « Le cheikh Faisal est arrivé ce matin, » annonça Rachad sans préambule. « Il a emmené Samira avec lui. Ils veulent accélérer les négociations du mariage. » Khalid sentit son estomac se contracter. Accélérer ? La situation politique se détériore plus rapidement que nous ne l'espérions. Des rumeurs circulent selon lesquelles les clans de l'Est envisagent une alliance avec des puissances étrangères. Nous avons besoin de l'union avec le clan de Faisal maintenant, pas dans des mois. Père, Il n'y a pas de discussion, Khalid. Le conseil a déjà approuvé. Les fiançailles seront annoncées officiellement demain soir, lors de la fête de la pleine lune. Le mariage aura lieu dans un mois. Les mots frappèrent Khalid comme des coups physiques. Un mois. Dans un mois, il serait marié à une femme qu'il n'aimait pas, vivant un mensonge qui deviendrait plus douloureux chaque jour qui passait. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, bien qu'il sût quelle serait la réponse. « Tu ne refuseras pas, » dit le roi avec une finalité absolue. « Parce que tu connais ton devoir, et tu connais les conséquences d'abandonner ce devoir. Non seulement pour toi, mais pour tout notre peuple. » Après le départ de son père, Khalid resta seul dans le salon, sentant comme si les murs se refermaient autour de lui. En moins de 24 heures, sa vie avait été bouleversée. Il avait rencontré une femme qui avait éveillé en lui des sentiments qu'il pensait impossibles, seulement pour découvrir que son destin était plus scellé que jamais. Cette nuit-là, il monta sur la terrasse la plus haute du palais, regardant le désert qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Quelque part dehors, Leila travaillait, sauvant des vies, suivant sa passion. Et ici, il était, prisonnier de traditions et d'obligations qui l'étouffaient. Pour la première fois depuis des années, Khalid se permit de se demander sérieusement s'il y avait une autre voie. S'il y avait un moyen de briser les chaînes qui le liaient et de chercher le bonheur qu'il avait brièvement entrevu dans les yeux verts d'une femme extraordinaire. Mais même si ses pensées prenaient forme, il savait que ce n'était que des fantaisies. Il était l'héritier de Zahraon. Son destin avait été tracé avant même sa naissance, et il n'y avait pas d'échappatoire. 3 jours après l'annonce officielle de ses fiançailles avec Samira, Khalid se sentait comme un homme marchant vers son propre sacrifice. Le palais fourmillait de préparatifs pour le mariage, et à chaque heure qui passait, sa sensation de claustrophobie augmentait. Samira était une femme belle et éduquée, exactement ce que l'on attendait d'une future reine, mais lorsqu'ils conversaient, Khalid avait l'impression de jouer un rôle dans une pièce de théâtre. Il était impossible de ne pas comparer chaque interaction avec elle aux quelques heures magiques qu'il avait passées avec Leila dans l'oasis. Là où Leila avait provoqué passion et curiosité intellectuelle,
Samira n'offrait que des conversations polies sur les protocoles et les traditions. Là où Léla avait éveillé en lui une soif de vie qu'il ne savait pas posséder, Samira représentait toujours la même chose, plus d'obligation, plus d'attente, plus d'emprisonnement doré. Cet après-midi-là, alors qu'il faisait semblant de prêter attention aux détails de planification de la cérémonie que sa mère discutait avec animation, Khalid reçut une visite inattendue. L'un de ses gardes s'approcha discrètement. « Monseigneur, il y a une femme aux portes qui demande à vous voir. Elle dit qu'elle est médecin et que vous vous êtes rencontrés pendant la tempête. » Le cœur de Khalid s'emballa. « Léla ? » ?»« Oui, monseigneur. Docteur Léla Bennett. » Khalid se leva si rapidement qu'il renversa sa tasse de café, répandant le liquide foncé sur les documents posés sur la table. « Amenez-la dans le salon privé du jardin oriental. Et, assurez-vous que nous ayons de l'intimité. » Khalid ? Sa mère, la reine Fatima, le regarda avec curiosité. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Juste des affaires d'État, mère. »« Excusez-moi. » Il quitta le salon à pas rapides, essayant de contrôler l'excitation et la nervosité qui le submergeaient. Que faisait Léla ici ? Une partie de lui était terrifiée à l'idée qu'elle ait découvert ses fiançailles par les nouvelles officielles. Une autre partie était simplement extasiée de la revoir. Le salon privé du jardin oriental était l'un de ses endroits préférés du palais, un espace intime décoré de carreaux mauresques et entouré de jardins parfumés de jasmin et de roses du désert. Quand il y arriva, Léla attendait déjà, admirant une fontaine ornée qui occupait le centre de la pièce. Elle portait une simple robe de coton bleu qui rehaussait ses yeux verts, et ses cheveux roux étaient attachés en un chignon lâche qui laissait des mèches rebelles encadrer son visage. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire qui rendit le monde de Khalid plus lumineux. « Khalid » dit-elle, et la façon dont elle prononça son nom lui fit frissonner l'échine. « Léla. » Il s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse, bien que chaque fibre de son être voulut courir et l'embrasser. « Qu'est-ce qui vous amène au palais ? » Notre mission médicale se termine, expliqua-t-elle. Nous partons pour Londres demain. Je voulais vous dire au revoir correctement. Et vous remercier encore pour votre hospitalité. Quelque chose dans le ton de sa voix suggérait qu'il y avait plus qu'un simple adieu de courtoisie. Khalid l'étudia attentivement, remarquant une subtile tristesse dans ses yeux qui reflétaient la sienne. Vous n'avez pas à me remercier, dit-il doucement. Je suis content que vous soyez venu. Ils restèrent silencieux un instant, l'air entrechargé d'une tension non résolue. Finalement, Léla parla. J'ai appris vos fiançailles. Félicitations. Les mots sortirent de sa bouche comme si elle mâchait du verre. Khalid ferma brièvement les yeux, ressentant une douleur aiguë dans la poitrine. Merci, parvint-il à dire, bien que le mot sorte comme un murmure rauque. Elle doit être une femme très spéciale pour avoir conquis votre cœur. Khalid la regarda dans les yeux, voyant la question non posée qui se cachait derrière l'observation polie. Sa gorge se serra d'émotion. C'est un mariage arrangé, Léla. Cela n'a rien à voir avec le cœur. La confession resta suspendue entre eux comme un pont dangereux. Léla sentit ses propres défenses commencer à s'effondrer sous l'intensité de son regard. Je comprends, dit-elle doucement. Cela doit être difficile. Vous n'avez aucune idée, murmura Khalid, s'approchant d'un pas, Léla, je... Non, l'interrompit-elle, levant une main. S'il vous plaît, ne dites rien que nous pourrions tous deux regretter. Et si je ne le regrettais pas ? La question resta suspendue dans l'air comme une promesse dangereuse. Léla sentit ses défenses commencer à s'effondrer sous l'intensité de son regard. Khalid, c'est de la folie. Vous allez vous marier dans quelques semaines. Avec une femme que je n'aime pas. Pour accomplir un devoir que... Il s'arrêta, manquant de révéler son secret sur la stérilité. Que quoi ? Khalid resta silencieux, luttant contre le désir irrésistible de tout lui raconter. Mais comment le pourrait-il ? Comment pourrait-il expliquer que tout le mariage était une farce basée sur un mensonge qu'il était forcé de maintenir ? Qui me laisse vide à l'intérieur, dit-il finalement. Léla sentit les larmes lui monter aux yeux. Il y avait tant de douleur dans sa voix, tant de résignation forcée. Elle s'approcha, incapable de résister à l'impulsion de le consoler. Khalid, je suis désolé. Mais vous devez comprendre qu'il ne peut rien y avoir entre nous. Pas comme ça. Et s'il y avait un moyen ? Quel moyen ? Khalid savait qu'il marchait en terrain dangereux, mais sa présence, la possibilité de la perdre pour toujours, le rendait désespéré. Restez, dit-il simplement.
Restez à Zarahan. Trouvez une raison de rester ici. Comme votre maîtresse, demanda Léla, sa voix chargée de douleur. Caché dans l'ombre pendant que vous vivez votre vie officielle avec une autre femme. Pas comme ma maîtresse. Comme. Il lutta pour trouver les mots justes. Comme la femme que je choisirais si j'étais libre de choisir. Ces mots la frappèrent comme un coup physique. Léla ferma les yeux, essayant de garder le contrôle de ses émotions. Mais vous n'êtes pas libre de choisir, dit-elle quand elle parvint à parler de nouveau. Et je ne suis pas non plus le genre de femme qui accepte les miettes d'une relation. Khalid savait qu'elle avait raison, mais la douleur de la perdre était presque insupportable. Alors ce sont nos adieux? Ça doit l'être. Ils se regardèrent un long moment, tous deux gravant dans leur mémoire chaque détail du visage de l'autre. Puis, simultanément, ils se rapprochèrent l'un de l'autre. Le baiser fut inévitable comme le lever du soleil. D'où au début, une question hésitante, puis s'approfondissant alors qu'ils se rendaient tous deux au moment. Khalid la serra plus fort, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux roux, tandis que Léla se fondait contre lui, savourant la sensation d'être dans les bras de l'homme qui avait capturé son cœur en une seule nuit dans le désert. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés. Khalid posa son front contre le sien, fermant les yeux. Léla, murmura-t-il son nom comme une prière. Je sais, murmura-t-elle en retour, comprenant tout ce qu'il ne pouvait dire. À ce moment-là, le ciel commença à s'assombrir de façon spectaculaire. Des nuages lourds s'accumulèrent de nulle part, et des éclairs commencèrent à danser à l'horizon. C'était comme si l'univers lui-même réagissait à l'intensité de l'émotion entre eux. Une autre tempête, observa Léla, mais ne fit aucun mouvement pour s'éloigner de lui. Le désert est imprévisible, murmura Khalid, faisant écho aux mots qu'il lui avait dit auparavant. La première goutte de pluie tomba, puis une autre, et bientôt une pluie torrentielle inondait les jardins. Mais ni Khalid ni Léla ne bougèrent pour chercher un abri. Ils restèrent là, enlacés, laissant la pluie les laver. Khalid, dit Léla, sa voix presque perdue dans le son de la tempête. Oui. Si c'est notre dernière nuit, si demain je pars et que nous ne nous revoyons plus jamais. Elle ne termina pas la phrase, mais il comprit ce qu'elle disait. La question même qu'il n'osait pas poser. Es-tu sûr, demanda-t-il, son cœur battant si fort qu'il était surpris qu'elle ne puisse pas l'entendre. Non, admit-elle. Mais certaines opportunités ne se présentent qu'une fois dans une vie. Khalid la regarda dans les yeux, y voyant son propre désespoir reflété. Puis, sans plus de mots, il la prit dans ses bras et la porta à travers les jardins gorgés de pluie en direction de ses appartements privés. Cette nuit-là, tandis que les éclairs déchiraient le ciel du désert et que le tonnerre résonnait comme des tambours ancestraux, Khalid et Léla se livrèrent entièrement l'un à l'autre. Ce ne fut pas seulement une passion physique, ce fut une fusion d'âme, une reconnaissance qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux que le destin semblait déterminé à leur arracher. Lorsqu'ils firent l'amour, ce fut avec l'intensité de personnes qui savaient qu'elles volaient des moments au temps lui-même. Chaque toucher, chaque baiser, chaque murmure était chargé de la douceur amère de l'amour impossible. Aux premières heures du matin, lorsque la tempête passa enfin et que les premiers rayons de soleil commencèrent à filtrer à travers les rideaux de soie, ils restèrent enlacés, aucun des deux ne voulant briser l'enchantement de ces moments volés. Regardez, murmura Léla, désignant la fenêtre. Khalid suivit son regard et vit quelque chose d'extraordinaire. Une étoile rouge brillante était toujours visible dans le ciel qui s'éclaircissait, pulsant d'une lumière qui semblait défier l'arrivée du jour. L'étoile rouge, murmura-t-il, se souvenant de la prophétie de sa grand-mère. C'est magnifique, dit Léla, ne comprenant pas la signification que cette vision avait pour lui. Khalid la serra plus fort, une étrange sensation de destin s'installant sur lui. Peut-être sa grand-mère avait-elle raison. Peut-être que certaines choses étaient plus grandes que la logique et la raison. Mais même si cette pensée le consolait, il savait qu'en quelques heures, Léla partirait de sa vie pour toujours, emportant avec elle son cœur et toutes les possibilités de bonheur qu'il aurait pu connaître. 6 semaines s'étaient écoulées depuis que Léla avait quitté Zarahan, et Londres n'avait jamais semblé aussi froide et grise. Elle tentait de se plonger dans le travail, acceptant des quarts supplémentaires à l'hôpital et participant à des conférences médicales, n'importe quoi pour occuper son esprit et l'éloigner des souvenirs de cette nuit magique au palais. Mais c'était inutile. Chaque moment de calme ramenait le souvenir des bras de Khalid autour d'elle, le son grave de sa voix murmurant son nom, l'intensité de ses yeux sombres qui semblaient voir directement dans son âme. Elle avait tenté de se convaincre que ce n'était qu'une nuit de passion intensifiée par l'impossibilité de la situation, mais son cœur connaissait la vérité,
elle était éperdument amoureuse d'un homme qu'elle ne pourrait jamais avoir. Ce jeudi matin, Leila était à l'hôpital, révisant des dossiers médicaux, lorsqu'une vague de nausées soudaine la frappa. Elle courut aux toilettes, arrivant juste à temps avant de vomir violemment. Quand la vague passa, elle s'appuya sur le lavabo, regardant son reflet pâle dans le miroir. Ce doit être un virus, murmura-t-elle pour elle-même, mais même en disant cela, une terrible suspicion commença à prendre forme dans son esprit. Dr Sarah Mitchell, sa meilleure amie et collègue qui avait été avec elle à Zahran, la trouva sortant des toilettes avec une expression préoccupée. « Ça va ? Vous avez l'air affreuse. » « Juste un peu nauséeuse, dit Leila, essayant de paraître désinvolte. « Probablement quelque chose que j'ai mangé. » Sarah l'étudia avec des yeux de médecin expérimenté. « Leila, vous êtes bizarre depuis que nous sommes revenus du Moyen-Orient. Et maintenant vous vomissez ? Quand avez-vous eu vos dernières règles ? » La question frappa Leila comme un éclair. Elle ferma les yeux, faisant des calculs mentaux qui la remplirent de panique. Je ne sais pas. Avec tout le stress du voyage, je n'y ai pas prêté attention. Venez avec moi, dit Sarah fermement, prenant le bras de son amie. Maintenant. 15 minutes plus tard, Leila était assise dans la salle d'examen gynécologique de l'hôpital, fixant le test de grossesse dans ses mains tremblantes. Deux lignes roses brillantes la regardaient en retour, confirmant ce qu'une partie d'elle-même soupçonnait déjà mais refusait de croire. C'est impossible, murmura-t-elle, les mots sortant comme une prière désespérée. Sarah, qui suivait tout le processus, fronça les sourcils. Leila, vous n'êtes pas vierge. Si vous avez eu des rapports sexuels non protégés, une grossesse est toujours une possibilité. Non, Leila secoua violemment la tête. Vous ne comprenez pas. Je ne peux pas tomber enceinte. Après ma dernière fausse couche, les médecins ont été très clairs. Les dommages étaient trop importants. Je suis stérile, Sarah. Complètement stérile. Sarah prit le dossier médical de Leila, révisant les enregistrements de ses examens antérieurs. Son expression devint de plus en plus confuse. Ces examens datent d'il y a 2 ans, dit-elle lentement. Et ils confirment définitivement des dommages du terrain sévères qui rendraient théoriquement une grossesse impossible. Mais Leila. Elle désigna le test positif, vous êtes manifestement enceinte. Faites une prise de sang, demanda Leila désespérément. Une échographie. N'importe quoi. Ces tests peuvent donner de faux positifs. 2 heures plus tard, Leila était allongée sur la table d'échographie, regardant un écran qui montrait indéniablement un fœtus d'environ 6 semaines. Le son fort et rythmé du battement de cœur résonnait dans la pièce comme une symphonie impossible. Le bébé se développe parfaitement, annonça joyeusement le technicien. Battement de cœur fort, positionnement normal. Tout indique une grossesse saine. Leila était en état de choc complet. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait l'image sur l'écran. Une petite vie qui, selon toute la science médicale, ne devrait pas exister. Comment est-ce possible, murmura-t-elle. Sarah secoua la tête, clairement stupéfaite. Je ne sais pas. En 20 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si c'était un miracle. Cette nuit-là, Leila était assise dans son appartement à Londres, traitant toujours la nouvelle impossible. Elle avait demandé un congé maladie, incapable de fonctionner normalement après la révélation qui avait bouleversé son monde. Le bébé était de Khalid, il n'y avait aucun doute à ce sujet. Il avait été son seul partenaire sexuel depuis son divorce. Mais comment pourrait-elle le lui dire? Comment pourrait-elle revenir à Zahran, où il était probablement déjà marié à Samira, et annoncer qu'elle était enceinte d'un enfant que la science disait impossible? Pendant une semaine, elle lutta avec la décision. Une partie d'elle voulait simplement disparaître, élever le bébé seul à Londres et ne plus jamais penser à Khalid ou à Zahra. Mais une partie plus grande, la partie qui se souvenait de la profonde tristesse dans ses yeux quand il parlait de devoirs et d'obligations, savait qu'il avait le droit de savoir. Finalement, un samedi matin, Leila prit une décision qui allait tout changer. Elle appela la compagnie aérienne et réserva un vol pour Zahra. Le vol sembla éternel. Leila passa les 8 heures à alterner entre panique et détermination, répétant mentalement des dizaines de versions de la conversation qu'elle aurait avec Khalid. Comment expliquer l'inexplicable? Comment faire croire à quelqu'un à un miracle qu'elle-même avait encore du mal à accepter? Lorsque l'avion atterrit à Zahran, le soleil du désert la salua comme une étreinte chaude et familière. Mais cette fois, au lieu de l'excitation aventureuse qu'elle avait ressentie lors de sa première visite,
elle était consumée par la nervosité et l'incertitude. À l'aéroport, elle prit un taxi pour le centre de la capitale, où elle avait réservé une chambre dans un hôtel modeste. Son arrivée à Zahraon n'avait pas été annoncée, elle ne savait pas comment contacter Khalid sans provoquer de scandale, surtout s'il était déjà marié. Cette première nuit, elle resta éveillée dans le lit de l'hôtel, une main caressant inconsciemment son ventre encore plat où une nouvelle vie grandissait. Vers 2 heures du matin, elle finit par s'endormir, rêvant d'yeux sombres et de promesses murmurées sous un ciel étoilé. Le lendemain matin, Leila s'habilla soigneusement d'une robe conservatrice qui respectait les coutumes locales et se dirigea vers le palais royal. Son cœur battait comme un tambour alors qu'elle s'approchait des portes imposantes. « Excusez-moi » dit-elle au garde à l'entrée, parlant en anglais car son arabe était limité. « Je m'appelle Dr Leila Bennett. J'ai besoin de parler au cheikh Khalid ibn Rachad. C'est urgent. » Le garde la regarda avec méfiance. « Vous avez une audience fixée ? » ?»« Non, mais il me connaît. »« S'il vous plaît, dites-lui simplement que je suis ici. Il voudra me voir. » Le garde hésita, puis passa un appel rapide en arabe. Après quelques minutes de conversation tendue, il raccrocha le téléphone et regarda Leila avec une expression étrange. « Je suis désolé, mais le cheikh est en lune de miel. Il s'est marié la semaine dernière. » Les mots frappèrent Leila comme un coup de poing à l'estomac. Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber, sentant comme si le sol avait disparu sous ses pieds. « Lune de miel » répéta-t-elle faiblement. « Oui. Lui et son épouse voyagent en Europe. Ils ne devraient pas revenir avant au moins 2 semaines. » Leila hocha la tête machinalement, parvenant à peine à traiter l'information. Khalid était marié. En lune de miel. Avec Samira. Tandis qu'elle portait son enfant impossible. Merci, parvint-elle à murmurer, s'éloignant des portes en état de choc. Elle erra dans les rues de la capitale pendant des heures, essayant de décider quoi faire. Une partie d'elle voulait prendre le prochain vol pour Londres et essayer d'oublier que Khalid existait. Mais en marchant dans les vieilles rues, passant devant des marchés colorés et des mosquées historiques, elle ressentit une étrange sensation que quelque chose de plus important était en jeu. C'était comme si une force invisible la guidait, l'entraînant plus profondément dans la vieille ville jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une zone qu'elle ne reconnaissait pas. Les rues y étaient plus étroites, les constructions plus anciennes, et il y avait moins de touristes. C'est alors qu'elle vit la femme âgée. La dame était assise à l'ombre d'un olivier centenaire, ses vêtements traditionnels étaient richement brodés, et ses yeux semblaient avoir des siècles de sagesse. Lorsque Leila passa devant elle, la femme leva la tête et la regarda directement. « Vous, » dit la femme en anglais avec un fort accent, « êtes l'étrangère de l'étoile rouge. » Leila s'arrêta brusquement, un frisson parcourant son échine. « Excusez-moi. » La femme se leva avec des mouvements lents mais dignes. « Je suis Zahira ibn Rachad, grand-mère de Khalid. Et vous êtes la femme qui a apporté le miracle. » Le monde de Leila tourna. « Comment avez-vous ? » « Venez avec moi, ma fille, » dit Zahira doucement, tendant une main ridée. « Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Zahira emmena Leila à travers des couloirs secrets qu'elle ne savait pas exister, passant par d'anciens passages qui reliaient différentes parties de la vieille ville au complexe du palais. Elles émergèrent dans une zone privée des jardins royaux, où une petite maison de thé était cachée parmi des rosiers parfumés et des palmiers bruissants. « Asseyez-vous, ma chère, » dit Zahira, désignant des coussins de soie disposés autour d'une table basse ornée. « Vous devez être fatigué du voyage. » Leila obéit, toujours en état de choc. « Comment saviez-vous qui j'étais ? Comment m'avez-vous trouvé ? » Les yeux anciens de Zahira brillèrent d'une sagesse qui semblait transcender le temps. « Je vous attends depuis des décennies, ma fille. Depuis que j'ai eu la première vision de l'étrangère qui sauverait notre lignée. » Vision ? Leila fronça les sourcils. « Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Je ne suis qu'une médecin de Londres. Il n'y a rien de spécial chez moi. » Zahira servit du thé à la menthe dans de délicats verres en verre, ses mouvements gracieux malgré son âge avancé. « Il y a bien plus en vous que vous ne l'imaginez, Leila Bennett. Votre grand-père maternel n'était pas seulement un diplomate britannique. C'était un homme choisi par le destin, tout comme vous avez été choisi. » Leila ressentit un frisson. « Mon grand-père est mort quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine de lui. »« James Mitchell, » dit Zahira doucement, faisant sursauter Leila. « Il a servi ici pendant la colonisation, mais contrairement à d'autres diplomates, il est tombé sincèrement amoureux de notre culture.
Il a sauvé de nombreuses vies pendant une épidémie dans les années 1960, y compris celle de ma plus jeune petite-fille. Comment savez-vous cela? Parce que, ma chère, certaines histoires sont plus grandes que les personnes qui les vivent. Zahira but une gorgée de thé. Votre grand-père a reçu une bénédiction spéciale des sages locaux avant de partir. Une bénédiction qui serait transmise par son sang jusqu'à ce que le bon moment arrive. Leila secoua la tête, essayant de maintenir sa rationalité. Madame Zahira, je respecte vos croyances, mais je suis une femme de science. Je ne crois pas aux bénédictions ou au destin. Et pourtant, Zahira sourit gentiment, vous portez une vie que la science dit impossible. Les mots frappèrent Leila comme un éclair. Elle posa involontairement une main sur son ventre. Comment avez-vous? Parce que j'attendais ce moment depuis 15 ans, depuis que Khalid a reçu son diagnostic de stérilité. Leila sentit le monde tourner autour d'elle. Vous saviez? À propos de sa condition? Je le savais avant même les médecins, confirma Zahira. Cela m'a été révélé en rêve quand il était encore jeune. Mais il m'a aussi été montré que sa malédiction apparente était en fait le premier signe que l'ancienne prophétie était en train de s'accomplir. Quelle prophétie? Zahira se leva et se dirigea vers une étagère où elle gardait d'anciens livres et parchemins. Elle en retira un vieux manuscrit, ses pages jaunies par le temps. Cette prophétie a été écrite il y a plus de 300 ans par un sage qui servait le premier roi de notre dynastie, expliqua-t-elle, déroulant soigneusement le parchemin. Elle dit que lorsque la lignée royale sera menacée, lorsque l'héritier ne pourra engendrer d'enfants par des moyens naturels, une étrangère de l'étoile rouge arrivera d'outre-mer, apportant des cheveux comme le feu et des yeux comme l'océan. Elle concevra l'héritier du silence par intervention divine, et avec sa naissance, la lignée sera renouvelée et renforcée. Leila regarda le texte en arabe ancien, évidemment incapable de le lire, mais ressentant un poids inexplicable dans les mots de Zahira. C'est de la fantaisie, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Est-ce que c'est le cas? Zahira haussa un sourcil. Vous avez des cheveux roux comme les flammes du coucher de soleil. Vos yeux sont verts comme la mer Méditerranée. Vous êtes venu d'outre-mer. Et maintenant vous portez un enfant que la science moderne dit impossible. Sous quelle étoile vous et Khalid vous êtes-vous rencontrés pour la première fois? Leila ferma les yeux, se souvenant de cette nuit magique dans l'oasis. Il y avait une étoile rouge dans le ciel. Khalid l'a mentionné. L'étoile rouge n'apparaît qu'une fois par siècle, dit Zahira doucement. La dernière fois, c'était il y a exactement 100 ans, la nuit où l'arrière-grand-père de Khalid a rencontré sa future épouse. La prochaine fois ne sera pas avant 100 ans. Leila sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. Une partie d'elle se rebellait encore contre l'acceptation de quelque chose d'aussi fantastique, mais une autre partie, une partie plus profonde et instinctive reconnaissait une vérité qui transcendait la logique. Même si tout cela est vrai, dit-elle finalement, cela ne change rien au fait que Khalid est marié maintenant. Il a choisi d'accomplir son devoir. Le visage de Zahira devint triste. Mon petit-fils est perdu, enfant. Il a épousé Samira parce qu'il croit n'avoir pas le choix, mais c'est un mariage basé sur des mensonges. Il ne peut pas lui donner ce qu'elle et le royaume attendent. Et elle? Zahira hésita. Qu'en est-il d'elle? Samira est une bonne femme, mais ambitieuse. Quand elle découvrira que Khalid ne peut pas lui donner d'enfant, elle cherchera d'autres moyens d'assurer le pouvoir. On dit qu'elle a déjà un amant, quelqu'un qui pourrait fournir un héritier qu'elle ferait passer pour celui de Khalid. Leila sentit des nausées, mais pas de grossesse. L'idée que Khalid soit trompé de cette manière la rendait furieuse. Alors que devons-nous faire? Nous attendons, dit Zahira simplement. Ils reviendront de leur lune de miel dans 10 jours. D'ici là, vous resterez ici, en sécurité. Il y a des appartements privés au palais où vous ne serez pas vus. Et quand Khalid reviendra? Elle sourit mystérieusement, laissez le destin faire son œuvre. Les jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Leila. Zahira l'avait installée dans une suite luxueuse à l'étage supérieur d'une ancienne aile du palais, un espace que peu de gens connaissaient et qui avait été historiquement utilisé pour abriter des invités spéciaux en toute discrétion. Pendant la journée, Leila explorait les jardins privés accessibles depuis ses appartements, lisant des livres sur l'histoire de Zahra que Zahira avait fournis, et commençant progressivement à accepter l'ampleur de ce qui lui arrivait. La nuit, Zahira lui rendait visite, partageant des histoires sur la famille royale, sur Khalid enfant, et sur les traditions ancestrales qui gouvernaient le royaume. Il a toujours été un enfant sensible, raconta Zahira une nuit alors qu'elle buvait du thé sur la terrasse privée.
Même petit, il ressentait le poids des attentes sur lui. Quand il a reçu le diagnostic médical, quelque chose en lui s'est brisé. Il s'est fermé émotionnellement, acceptant qu'il serait toujours un symbole plutôt qu'un homme. Vous ne lui avez jamais parlé de la prophétie? J'ai essayé, quand il était enfant. Mais à mesure qu'il grandissait et devenait plus sceptique, il a commencé à considérer mes histoires comme des contes de fées d'une vieille femme superstitieuse. Zahira sourit tristement. Peut-être était-ce mieux ainsi. S'il vous avait attendu consciemment, l'amertume de l'attente aurait pu empoisonner son cœur. Le matin du retour de Khalid et Samira, Leila se réveilla avec une sensation étrange. Ses nausées matinales avaient diminué ces dernières semaines, mais aujourd'hui, elle ressentait une anticipation intense qui la rendait inquiète. Zahira apparut plus tôt que d'habitude, apportant le petit déjeuner et des nouvelles. Ils sont arrivés il y a 1 heure, annonça-t-elle. Khalid est dans ses appartements privés. Samira est allée dans les siens pour se reposer du voyage. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Zahira sourit, vous allez le voir. Il est temps que la vérité soit révélée. Leila suivit Zahira à travers des couloirs qu'elle connaissait maintenant bien, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle s'approchait des appartements de Khalid. Lorsqu'elles arrivèrent à la porte familière, Zahira s'arrêta. Allez-y, ma chère. Il est seul, sur la terrasse. Avec des mains tremblantes, Leila frappa doucement à la porte. Entrez, appela la voix familière de Khalid de l'intérieur. Leila ouvrit la porte et traversa les luxueux appartements jusqu'à la terrasse où Khalid se tenait debout, regardant le désert qui s'étendait au-delà des murs du palais. Il portait des vêtements occidentaux décontractés, et sa posture suggérait un homme portant un poids énorme. Khalid, dit-elle doucement. Il se retourna rapidement, ses yeux s'écarquillant de choc absolu. Un instant, il sembla un homme voyant un fantôme. Leila. Sa voix n'était qu'un murmure. Comment, qu'est-ce que vous faites ici? Je devais vous parler, dit-elle, s'approchant lentement. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Khalid l'étudia, remarquant des changements subtils dans son apparence. Elle semblait différente, plus mature d'une certaine manière, avec un éclat dans ses yeux qu'il ne pouvait déchiffrer. Vous ne devriez pas être ici, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Je suis marié maintenant, Leila. Nous ne pouvons pas. Je sais pour votre mariage, l'interrompit-elle. Et je sais pour votre stérilité. Khalid se figea complètement. Quoi? Votre grand-mère me l'a dit. À propos du diagnostic, de la pression que vous ressentez, du fait que le mariage est une farce parce que vous ne pouvez pas donner à Samira l'héritier qu'elle attend. Ma grand-mère n'avait pas le droit. Commença-t-il, la colère flambant dans ses yeux. Elle avait tout le droit, dit Leila fermement, parce que je suis enceinte, Khalid. Et le bébé est le vôtre. Le monde de Khalid s'arrêta complètement. Il la regarda comme si elle avait parlé une langue étrangère. C'est impossible, dit-il finalement. Vous savez que c'est impossible. Je sais ce que la science dit. Mais je sais aussi ce qui se passe dans mon corps. Elle posa une main sur son ventre. Je suis enceinte de 10 semaines, Khalid. La conception a eu lieu cette nuit-là, sous l'étoile rouge. Khalid s'approcha d'elle comme un homme en transe. Mais vous aussi, vous avez dit que vous ne pouviez pas. Je ne peux pas. Ou je ne devrais pas pouvoir. Tout comme vous. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Mais d'une certaine manière, nous avons tous les deux été guéris. Nous avons tous les deux reçu un miracle. Khalid tendit une main tremblante et la posa sur la sienne sur son ventre. Au moment où leurs mains se touchèrent, il ressentit quelque chose, une énergie subtile, une présence petite mais indéniable. Mon Dieu, murmura-t-il, tombant à genoux devant elle. C'est vrai. Oui, confirma Leila, caressant ses cheveux tandis qu'il pressait son visage contre son ventre. C'est vrai. Pendant de longues minutes, ils restèrent ainsi, absorbant l'ampleur de ce qui s'était passé. Finalement, Khalid se leva, ses yeux brillants de larmes. Que faisons-nous maintenant? Demanda-t-il. Mon mariage sera annulé, dit une nouvelle voix derrière eux. Ils se retournèrent pour voir Zahira entrer sur la terrasse, suivie d'une figure inattendue, le roi Rachad, père de Khalid. Père? Khalid sursauta. Je peux expliquer. Pas besoin d'explication, mon fils, dit le roi, sa voix chargée d'émotion. Votre grand-mère m'a tout raconté. Sur la prophétie, sur votre diagnostic, sur cette femme extraordinaire qui a apporté l'impossible.
Rachad s'approcha de Léla, l'étudiant avec des yeux pénétrants qui étaient similaires à ceux de Khalid. Alors vous êtes l'étrangère de l'Étoile Rouge, dit-il finalement. La femme qui sauvera notre lignée. Père, vous ne pouvez pas sérieusement croire. Khalid, le roi l'interrompit, il y a des choses dans ce monde qui transcendent notre compréhension. Pendant des années, je vous ai vu mourir lentement de l'intérieur, portant un fardeau que vous pensiez permanent. Si les cieux ont choisi de bénir notre famille de cette manière, qui sommes-nous pour remettre en question? Zahira s'approcha de Léla, prenant ses mains doucement. Le conseil tribal a déjà été convoqué. Quand ils sauront pour la grossesse, pour le miracle, il n'y aura aucun doute sur la légitimité de cette union. Et Samira? Demanda Khalid. Samira, dit le roi d'un ton légèrement dur, sera informée que le mariage sera annulé pour des raisons d'État. Elle recevra une compensation généreuse et sera libre de chercher son bonheur ailleurs. Va-t-elle accepter cela facilement? Demanda Léla, inquiète. Elle n'aura pas le choix, dit Zahira simplement. Surtout quand elle découvrira que vous portez déjà le véritable héritier de Zahraon. Alors que le soleil se couchait sur le désert, peignant le ciel de nuances d'or et de rouge, la famille se réunit sur la terrasse. Khalid avait ses mains protectrices autour de Léla, croyant encore à peine que sa vie avait changé si radicalement en quelques heures. Il y a une dernière chose, dit Zahira, regardant le ciel qui s'assombrissait. La prophétie parle de la naissance se produisant lors du retour de l'Étoile Rouge. Si les calculs sont corrects, cela se produira dans environ 7 mois. Juste à temps pour la naissance du bébé, murmura Léla, émerveillée. Pas n'importe quelle naissance, corrigea Zahira. La naissance qui renouvellera notre lignée et apportera une nouvelle ère à Zahraon. 3 jours plus tard, tout le royaume fourmillait de nouvelles de l'annonce royale, le mariage du prince Khalid avec Samira avait été annulé, et il épouserait la docteure Léla Bennett lors d'une cérémonie qui serait à la fois traditionnelle et historique. La nouvelle de la grossesse miraculeuse s'était répandue, et le peuple y voyait un signe divin qu'une nouvelle ère dorée commençait. La cérémonie de mariage eut lieu sous la lumière d'une pleine lune, dans les jardins du palais où Khalid et Léla avaient partagé leur premier baiser. Ce fut une célébration qui mêla traditions anciennes et reconnaissance moderne, honorant à la fois le passé et l'avenir. Lorsque l'imam les déclara mari et femme, une étoile rouge apparut brièvement dans le ciel, visible seulement quelques instants mais vue par des centaines d'invités. C'était comme si l'univers lui-même bénissait l'union. 7 mois plus tard, au cours d'une nuit où l'étoile rouge brillait plus intensément que quiconque de vivant ne pouvait s'en souvenir, Léla donna naissance à un garçon en bonne santé avec des yeux sombres comme ceux de son père et des cheveux qui promettaient d'être roux comme ceux de sa mère. La naissance fut assistée non seulement par des médecins modernes, mais aussi par des sages traditionnels qui déclarèrent que le bébé portait une marque spéciale, une petite tache de naissance en forme d'étoile sur son épaule droite, identique à celle décrite dans l'ancienne prophétie. Lorsque Khalid tint son fils pour la première fois, des larmes de pure joie coulèrent sur son visage. Ce moment qu'il avait rêvé mais jamais cru possible était enfin arrivé. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Léla, encore épuisée mais radieuse. « Amir » dit Khalid sans hésitation. Cela signifie « prince » en arabe, mais aussi « celui qui ordonne ». Il commandera non seulement par droit de naissance, mais parce qu'il a été choisi par le destin. Zahira, maintenant âgé de près de 90 ans mais avec des yeux toujours brillants de sagesse, tint son arrière-petit-fils avec des mains respectueuses. « La prophétie est accomplie » murmura-t-elle. « La lignée est renouvelée. Le royaume est en sécurité. » Au fil des ans, l'histoire de Khalid et Léla devint une légende à Zahraon. Ils gouvernèrent avec sagesse et compassion, mettant en œuvre des réformes qui modernisèrent le royaume sans abandonner ses traditions. Léla établit des systèmes de santé de classe mondiale, tandis que Khalid renforça les alliances diplomatiques qui apportèrent paix et prospérité. Leur fils Amir grandit fort et intelligent, montrant dès son plus jeune âge la combinaison du leadership naturel de son père et de la compassion guérisseuse de sa mère. Et quand il eut 5 ans, lors d'une autre apparition rare de l'étoile rouge, Léla donna naissance à une fille qu'ils nommèrent Zahira, en l'honneur de la sage matriarche qui avait guidé le destin de tous. Le royaume de Zahraon prospéra comme jamais auparavant, et les gens parlaient avec révérence du miracle qui avait sauvé la lignée royale. Mais pour Khalid et Léla, le véritable miracle n'était pas les circonstances extraordinaires de leur rencontre ou la grossesse impossible qui avait résulté de leur union. Le véritable miracle était l'amour qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre, un amour qui avait surmonté toutes les barrières, défié toutes les attentes, et prouvé que parfois, le destin a des plans plus grands que tout ce que nous pouvons imaginer. Et ainsi se termine notre voyage dans le désert de Zahraon, où l'amour,
le destin et les miracles se sont rencontrés sous la lumière d'une étoile rouge. Une histoire qui nous enseigne que parfois les plus grandes impossibilités ne sont que l'univers nous préparant aux plus grandes bénédictions. Si cette histoire a touché votre cœur comme l'étoile rouge a illuminé le destin de Khalid et Leila, n'oubliez pas de laisser votre j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Partagez dans les commentaires, croyez-vous au destin? Avez-vous déjà vécu un moment qui semblait impossible mais est devenu réalité? Vos histoires sont ce qui rend notre communauté spéciale. Et restez connectés car nous avons d'autres histoires émouvantes à venir. Des histoires d'amour qui défient toutes les probabilités, de familles qui se retrouvent contre toutes les attentes, et de miracles qui se produisent quand on s'y attend le moins. À la prochaine histoire, qu'elle soit bénie comme une nuit sous l'étoile rouge. Étoile rutilante cœur rouge.